bonjour à toutes et tous. Nous allons enchaîner cette dernière table ronde de la matinée. Donc avant de vous libérer pour le déjeuner, une table ronde importante. Il était quand même question de parler un peu d'impact dans ce sommet. Et donc on pose la question notamment, le secteur associatif doit-il encore prouver son efficacité, c'est-à-dire qu'au moment où finalement il y a des exigences croissante d'évaluation et de performance dans le monde associatif face aux attentes des financeurs et des pouvoirs publics dans leur ensemble, financeurs privés comme publics, eh bien, cela soulève effectivement un certain nombre de questions, puisqu'au fond, le secteur associatif, pris dans la mesure d'impact, est au confluent de 3 enjeux qui peuvent constituer un triangle de tensions, de compromis, peut-être d'impossibilité parfois, entre à la fois des impératifs de redevabilité, c'est-à-dire faire la preuve, au fond, de son efficacité. Ça, c'est un premier point, évidemment, avec derrière des enjeux de légitimation aussi du secteur associatif par rapport à cela. Un enjeu qui, en fait, est quand même son cœur de mission, c'est-à-dire la recherche d'impact. Qu'est-ce que ça change, véritablement, ça va au-delà de simples indicateurs classiques, on va dire. C'est-à-dire vraiment, il s'agit de vérifier, à travers la mesure d'impact social, qu'est-ce qui change vraiment dans les parcours des personnes, dans leur vie, au-delà de simplement de critères quantitatifs sur un nombre de mesures mises en place ou ce genre de choses. Donc, et troisième enjeu, évidemment, c'est que cela se fasse en préservant l'autonomie du secteur associatif qui, rappelons-le, la loi de 1901 est d'abord une loi de liberté. Et donc, il y a un enjeu à préserver l'autonomie de ce secteur associatif face à des risques éventuels d'instrumentalisation, en réalité, qui pourraient se nicher derrière ces mesures d'impact. Donc il y a un petit peu ces 3 enjeux qui doivent s'articuler et que l'on va essayer de traiter au cours de cette table ronde. Pour présenter brièvement nos intervenants, donc nous en avons 5, nous avons Mathilde Lignot-Leloup, qui est conseillère maître à la Cour des comptes, présidente de section, et qui a notamment eu la charge du rapport sur les aides publiques, sur les soutiens publics, le titre exact, à l'économie sociale et solidaire. Bonjour à tous. Nous avons Pascal Pouillet, qui est directeur général du Crédit Coopératif. Bonjour. Voilà, la banque de... c'est pas forcément... Je ne sais pas, il y a concurrence souvent entre les banques pour dire moi je finance plus et tout ça. Mais enfin, historiquement, c'est quand même la banque de l'ESS, des coopératives et de l'ESS. Absolument. Voilà. Pascal Andrieux, qui est directeur de l'engagement sociétal et du mécénat chez Malakoff Humanis, donc un groupe de prévoyance, qui est voilà, l'autre bout de cette grande tablée. Frédéric Mazzella, fondateur de DIFT, une plateforme dont il pourra aussi sans doute nous donner quelques exemples. Bonjour à tous. Et évidemment, notre hôte, enfin co-hôte avec le président du CESE, parce que, mais en tout cas la puissance invitante, Jean-Marc Borrello, président, alors je sais que le titre a changé, donc je ne vais pas me risquer, mais c'est coprésident du directoire de SOS. Voilà. C'est bien dit, parfait. Merci à toi aussi de cette présence sur cette table ronde. Alors, la première question que je souhaitais vous poser, c'était qu'effectivement, depuis une dizaine d'années, même une quinzaine d'années, on observe une transformation du modèle économique des associations. Ça se voit d'ailleurs dans les statistiques qui sont livrées par les panoramas associatifs, où on voit effectivement qu'il y a un processus de marchandisation des associations et de réduction des finances publiques. Alors ça se traduit à la fois par l'augmentation, par exemple, des cotisations, l'augmentation des marchés publics dans les ressources associatives, l'augmentation du mécénat également, et donc au détriment finalement de la subvention. Donc il y a des mutations très fortes de ces modèles économiques associatifs. Donc déjà, ma première question, c'est comment analysez-vous ces mutations et est-ce qu'elles traduisent une forme de défiance, parce que derrière, il y a aussi une perspective de contrôle. Derrière, si on est sur le marché, on est sur une prestation, si on est sur un marché public, et pas sur une subvention où on soutient une action. Donc c'est pas tout à fait le lien n'est pas de même nature. Donc est-ce qu'il y a au fond derrière cela une forme de défiance vis-à-vis des associations? La question est volontairement provocatrice, évidemment. Alors je ne sais pas qui veut démarrer, peut-être par... Peut-être Mathilde Lignot-Leloup, si vous voulez. Je suis la femme de la table ronde. Oui, c'est vrai que là, voilà. On va démarrer par... On va vous mettre plus la parole. Alors, effectivement, vous l'avez évoqué, ça a été évoqué dans d'autres tables rondes. La Cour des comptes a eu une demande citoyenne, donc exprimée sur sa plateforme citoyenne, de faire un rapport sur les soutiens publics à l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est un rapport que nous avons publié en septembre dernier.
Peut-être revenir justement en lien avec votre question sur deux principaux constats qu'on a faits. D'abord, le premier, c'est que effectivement, ces soutiens publics qui vont pour beaucoup à des associations montrent un rôle très structurant des associations dans un certain nombre de politiques publiques, avec notamment un rôle pour mettre en œuvre des droits ou agir en relais de l'État. Et on voit que notamment c'est le cas de à peu près 80% des subventions qui sont accordées aux associations. Deuxième constat, et là c'est les chiffres qui parlent, c'est que sur la période qu'on a regardée, 2018 à 2024, les soutiens publics ont été en croissance. On a regardé les soutiens publics à la fois de l'État et des collectivités locales, des caisses de sécurité sociale, de l'Union européenne. Ce qu'on voit, c'est que les soutiens de l'État, qu'on regarde du point de vue des subventions ou des dépenses fiscales, ont progressé sur la période, ainsi que les subventions des collectivités locales. Alors, cette croissance, elle témoigne aussi d'une croissance des besoins sociaux, elle témoigne d'une croissance aussi des coûts d'un certain nombre de priorités et de services. On pense sur la période à la croissance pour l'hébergement d'urgence, l'accueil des réfugiés, l'insertion sociale. Je dis tout de suite aussi que nous avons publié notre rapport en 2025, nous n'avons pas pu regarder les dernières évolutions qui peuvent peut-être témoigner de moins de dynamisme. Mais bon, des éléments qui montrent un rôle très important et un recours très important par la puissance publique aux associations et plus largement au secteur de l'économie sociale et solidaire. On peut dire en fait qu'il y a essentiellement 4 intérêts et apports de ce secteur pour les pouvoirs publics. D'une part, c'est une forme d'agilité, de réactivité, quand il s'agit de pouvoir accueillir rapidement des réfugiés. C'est souvent le monde associatif qui est au rendez-vous et rapidement. La deuxième force, c'est également le fait de compter sur l'engagement, le rôle des bénévoles qui permet d'avoir une présence, un lien sur le territoire qui est majeur. Et puis, troisième élément, c'est effectivement dans certains secteurs, sujets, l'intérêt d'une non-lucrativité ou lucrativité limitée sur des domaines sensibles de prise en charge des personnes. Et évidemment, le quatrième atout que utilisent souvent les pouvoirs publics, c'est aussi la capacité d'innovation du secteur associatif, de pouvoir expérimenter, innover. On l'a évoqué pas mal en termes notamment d'économie circulaire. Ça a été un apport important qu'on a constaté dans notre rapport. Alors, en même temps, on a constaté de manière très forte que ces soutiens publics en croissance, en fait, ils ne témoignent pas d'une volonté, d'une stratégie coordonnée de soutien au secteur de l'économie sociale et solidaire. Et c'est ce qui fait défaut, c'est ce qui manque, c'est ce qui est en cours d'élaboration et quelque part, le rapport de la Cour des comptes se voulait aussi une brique pour construire et pour pouvoir alimenter le débat sur cette stratégie pour l'ESS qui est demandée à l'horizon, très rapidement, mais pour donner une stratégie à l'horizon 2035. Et l'autre élément qu'on a constaté, c'est la dispersion. Donc à la fois absence de stratégie, qui est un reflet de cette absence de stratégie, c'est l'éparpillement de ces différents soutiens publics, avec aussi une difficulté pour le monde associatif à faire face à une multiplicité de financeurs et à une diversité de dispositifs. Et donc cette tendance, on l'a retracée, y compris pour constater qu'elle est plutôt en voie d'augmentation, puisque quand on regarde les associations bénéficiaires d'aide, à 58% en 2024, elles bénéficiaient chacune de moins de 10 000 euros. Et ce taux était de 44% en 2018, donc ce qui montre plutôt une tendance à l'émiettement. Alors face à ces tendances, la Cour des comptes a notamment recommandé de simplifier
pour les associations le recours et la soumission aux différentes demandes de subventions publiques, en faisant en sorte que ce principe qu'on souhaite tous de « dites-nous une fois », que les pouvoirs publics l'appliquent aussi lorsque ils ont recours aux associations et mettent en place un certain nombre de plateformes. Donc, je ne reviens pas en détail sur l'aspect technique de cette réforme qui peut s'appuyer sur un certain nombre de portails qui ont été mis en place. Il s'agit de pouvoir interconnecter pour qu'on puisse ainsi éviter d'avoir la multiplication de canaux ou de pièces justificatives qui seraient toujours les mêmes. Donc la Cour a estimé que d'ici 2027, les pouvoirs publics devaient mettre un accent particulier sur ce sujet et simplifier cet accès au financement. Et on a d'ailleurs pris l'exemple de la Belgique, parce qu'en Belgique, et plus particulièrement la région wallonne, a mis en place ce type de dispositif pour le soutien à l'économie sociale et solidaire. Elle a réussi à le faire en 2023 avec un parcours, on va dire, plus fluide, dématérialisé, qui permet aussi de donner une visibilité qui est souhaitée par tous. Merci beaucoup pour ces éléments qui effectivement sont d'actualité, puisque la stratégie nationale doit être adoptée normalement avant l'été, mais elle a été plusieurs fois reportée encore récemment. Alors peut-être pour donner la parole aux financeurs, hein, parce qu'ils s'appellent tous les deux Pascal en plus, alors je ne sais pas lequel veut... Pascal Pouillet. Alors on va démarrer par la banque. Voilà, peut-être pour avoir ton point de vue sur ce sujet. Merci beaucoup pour la question. Moi, je pense qu'elle est effectivement très intéressante. Le premier point que tu as adressé, c'est de savoir si les Français avaient toujours confiance. Et là, on a une enquête de l'Ipsos qui le démontre et qui a été réalisée à l'automne 2025, qui dit qu'on a 73% des Français qui ont une bonne image des associations. Et je crois que c'est un point important de se dire, tiens, comment on se positionne et comment la relation des citoyens avec les associations se positionne. Et ils ont plus confiance en termes de proximité vis-à-vis des associations que par rapport aux entreprises. Donc il y a vraiment un positionnement des Français sur le rôle des associations en proximité, et ils le prouvent. Et si je prends l'exemple du crédit coopératif, nous on a des produits de partage qui permettent de donner la moitié de ses intérêts sur ces produits d'épargne à des associations, et on voit que ça augmente régulièrement. Sur 2025, c'était 6 millions d'euros. Donc on voit qu'il y a un véritable engagement des particuliers pour donner de l'argent, pour contribuer à ce qui leur semble être des actions de sens commun, d'engagement, de volonté de bien faire. Par contre, on voit aussi des mouvements. On voit des mouvements générationnels, on voit des jeunes qui vont plus sur des actions d'environnement, on voit des plus seniors qui vont plus sur du soutien à l'inclusion, du soutien social, du soutien aux conditions d'hébergement, par exemple. Et on voit une désaffection sur la solidarité internationale de manière assez significative, avec des structures qui se retrouvent vraiment en difficulté, notamment avec l'arrêt de USAID et avec un désengagement des dons que peuvent faire les Français. Donc on a à la fois une reconnaissance dans la qualité, dans ce qui est fait, dans la transparence qui est mise en œuvre, mais on voit qu'il y a des mouvements qui sont importants. On voit aussi que, même si je note que le soutien s'est maintenu de la part de l'État, il y a des tensions importantes, soit pour des changements de politique qui peuvent être impulsés par des collectivités locales qui portent un programme politique, et après tout, c'est ce pourquoi elles ont été élues. On peut en discuter bien évidemment, mais on voit des changements. On voit aussi des vraies tensions de trésorerie, avec des décalages de subventions, avec des effets ciseaux qui sont très importants. Et je pense que Jean-Marc Borrello en parlera peut-être, mais quand on a des négociations sur les conditions de rémunération et qu'en même temps les prix de journée sont stables, il y a des effets ciseaux qui sont extrêmement difficiles pour certaines structures. Les coûts de l'énergie, enfin, on est dans des modèles où quelque part les recettes sont fixes dans certains cas et les ressources sont contraintes, avec du coup des tensions de trésorerie et des problématiques qui sont très importantes à ce sujet-là. Il faut qu'on le fasse, et c'est un point important. Ça veut aussi dire que pour un certain nombre de structures, il n'y a pas eu, mais on y reviendra certainement tout à l'heure, de capacité ou d'incitation à avoir des mécanismes de protection. C'est-à-dire comment, dans des périodes qui sont plus favorables, j'ai une capacité soit par de l'immobilier, soit par des réserves, etc., et que l'État, les bailleurs publics acceptent des poches de réserve pour que dans les périodes de plus grande difficulté, on puisse être dans ces périodes aller piocher dans ces réserves-là. Faute de quoi, quand la marée baisse, on se retrouve avec des structures qui sont parfois en grande difficulté. Donc il faut qu'on trouve des solutions de ce type-là qui permettent de préserver
les structures, qui leur donnent une visibilité dans le long terme et qui leur donnent des poches de mouvement qui sont importantes. C'est aussi, mais ça a été abordé tout à l'heure, le sujet de la commande publique, on y reviendra très certainement, la manière dont des structures qui sont associatives ont une capacité à se positionner face à de la commande publique. Est-ce que la commande publique est adaptée? Est-ce que c'est la bonne manière de contractualiser avec le secteur associatif? Est-ce qu'il faut qu'ils se structurent pour le faire? On voit que les grosses associations sont en capacité de le faire, mais ça peut aussi en mettre certaines en grande difficulté. On y reviendra certainement. On a eu des moments où les associations étaient en face à face avec l'État, elles ont été en coude à coude. Parfois, quand on est dans une relation de d'ordre à celui qui va mettre en œuvre le marché, plutôt dans une relation de suggestion, ça change quand même assez fondamentalement les relations. Merci. Pascal Andrieux. Bonjour à toutes et à tous. Donc, la vision, comme tu dis, d'un financeur, mais un terme qu'on n'aime pas trop parce qu'on n'est pas que des financeurs, parce que l'idée, c'est bien entendu d'accompagner les porteurs de projets. Donc nous, on a une vision forcément parcellaire. On accompagne globalement 300 porteurs de projets par an pour un budget d'un peu plus de 50 millions d'euros. Donc on a une vision forcément qui n'est pas complète. Ce qu'on constate, en tout cas, c'est vrai que ce que tu disais notamment, il y a une vraie instabilité pour les porteurs de projets des financements publics et privés sur la durée, ce qui crée une vraie difficulté. Donc, et on constate aussi l'hybridation, marchandisation avec des financements, subventions, mécénat, partenariats. Donc globalement, alors ça entraîne pas mal de choses. Ça nécessite que, en tout cas, tous les porteurs de projets se professionnalisent en termes de pilotage, reporting et autres. On constate malheureusement beaucoup de concurrence dans le monde associatif, entre les associations, c'est accru, donc ce qui n'est pas positif, notamment quand on travaille sur le sens, et vraiment une logique, comme tu l'indiquais, qui va de plus en plus vers la prestation pour des raisons économiques. Donc tout ça, finalement, c'est quelque chose... il faut le voir positivement, parce que c'est aussi le moyen de développer de nouvelles ressources pour le monde associatif, mais ça crée quand même une certaine complexité, parce qu'on oppose finalement la performance économique et la performance sociale, ce qui n'est pas bon. Et est-ce qu'il y a un manque de confiance envers le monde associatif? En tout cas, je pense que la plupart des acteurs, non. En tout cas, nous, ce n'est pas le cas. Mais que globalement, la nécessité de la preuve, on le verra tout à l'heure, elle existe. Et il faut aussi, pour les porteurs de projets, faire comprendre que les sujets sociétaux, en général, c'est des sujets hyper complexes. Et que que ce soit les pouvoirs publics ou les mécènes privés ont du mal toujours à interpréter. Donc il faut faire comprendre que c'est des sujets complexes, que c'est des temps longs, et redonner en tout cas le maximum de confiance. Mais pour moi, il n'y a pas de perte de confiance, il y a juste la nécessité, comme pour nous d'ailleurs, acteurs privés, nous on réalise nos propres mesures d'impact social sur les services qu'on met à disposition de nos clients. On se juge également, parce qu'on a beaucoup de choses à progresser. Donc voilà, pour moi, c'est ça les éléments, en tout cas contextuels. Merci beaucoup. Peut-être pour poursuivre avec Frédéric Mazzella, donc, qui a monté, comme je le disais, une plateforme autour du don, notamment. Peut-être que vous pouvez nous en dire deux mots et puis surtout nous dire voilà, comment vous percevez cette montée. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors c'est vrai que j'aime bien les plateformes. Après Blablacar, j'ai monté une autre plateforme pour faire autre chose, pas pour encourager les déplacements, mais cette fois pour encourager la générosité. Et donc c'est un moyen de créer des ponts entre des mondes qui ne se parlent pas suffisamment, qui sont l'entreprise, le monde associatif, les particuliers. Et donc DIFT est vraiment une plateforme de générosité qui permet d'aiguiller un maximum de fonds vers des associations. À date, c'est 20 millions d'euros qui ont été aiguillés vers plus de 300 associations. Ça fait 3 ans qu'on s'est lancé et on est partenaire de 400 entreprises. Et alors comment on fait ça? On le fait en créant de l'engagement et en créant des nouveaux mécanismes de générosité, en permettant notamment, par exemple, à des marques d'aller investir de l'argent qui va aller dans des associations, mais en impliquant ses clients et ses collaborateurs dans le choix des associations qui vont être soutenues. Et donc cet engagement-là, non seulement il change quelque chose parce que ça permet aussi d'aller sensibiliser tout un tas de personnes qui potentiellement ne connaissaient pas les associations qui vont leur être présentées, c'est-à-dire que vous recevez un DIFT, alors DIFT ça veut dire don plus gift, donc c'est ou donation as a gift en anglais, enfin bon, c'est la combinaison du mot don et du mot gift. Donc on peut vous offrir la possibilité avec un chèque équivalent de 10, 20, 50, 100 ou 500 euros d'aller soutenir l'association qui vous tient à cœur. Donc c'est ce que vous recevez comme cadeau, et ça vous implique parce que vous allez choisir
le projet qui vous tient à cœur dans le domaine social ou environnemental, et vous allez pouvoir choisir dans un catalogue très très large, hein. Ça va de retirer du plastique des océans à sauver une espèce en voie de disparition, à ramener du bonheur dans les hôpitaux pour enfants, aider les plus démunis dans leur quotidien ou dans leur réinsertion. Enfin bon, c'est très très large. Et on remarque, nous, pour répondre à votre question sur la défiance, que plus les associations savent communiquer sur leurs indicateurs d'impact, plus elles arrivent à récupérer aussi de l'argent, parce que ça permet de rendre concret l'aide qui leur est envoyée. Ça, c'est extrêmement important, il faut le voir de manière positive. C'est vrai qu'on vit à une époque où tout est chiffré, tout est chiffrable. Enfin, en tout cas, c'est une forme de tendance que l'on voit. Quand on parle de données, ben forcément, on parle aussi de mesures. Et dans le domaine social ou environnemental, évidemment, on a également envie, dans cette lignée, de connaître notre impact. Et on voit que les associations qui savent le faire, qui savent chiffrer comment elles arrivent à transformer de l'argent en impact social ou environnemental concret, en unité d'aide ou en unité de sauvetage, enfin, suivant la mission qu'elles peuvent avoir, eh bien, elles arrivent à mieux fédérer et à mieux attirer de l'argent. Donc, il faut le voir du côté positif. C'est vrai que c'est une forme de contrainte additionnelle, c'est-à-dire qu'il faut tracer, il faut compter, mais en même temps, c'est aussi une source de moyens supplémentaires. Et alors, par rapport à à toute la logique du thème de la conférence, quand j'ai lu le thème de la conférence sur ce qui compte vraiment, ça m'a fait immédiatement penser à une citation d'Einstein, je ne sais pas si vous la connaissez, qui dit ce qui compte ne compte pas forcément, et ce qui peut être compté... non, attendez, il ne faut pas que je me trompe. C'est juste... Ce qui compte ne peut pas forcément être compté, et ce que l'on peut compter ne compte pas forcément. Voilà, donc je vous laisse la retourner comme il faut, mais je crois que c'est ça. Globalement, ce que ça veut dire, c'est que tout ce qui touche à l'empathie, l'émotion, l'aide, et y compris la notion long terme des actions qu'on peut mener, et le fait qu'on ne peut pas mesurer immédiatement les effets, ne demande pas moins d'énergie de notre part, et que le piège, ce serait de tomber dans une forme d'immédiateté ou de volonté de retour rapide par rapport à des investissements qui n'en sont plus, puisqu'en fait, on rentre dans un mode transactionnel. Donc c'est ça le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Et il faut garder les objectifs long terme, mais garder des objectifs long terme n'empêche pas quand même de comptabiliser le projet sur la route, de mesurer pour justement créer plus de confiance et donc plus de moyens. Merci beaucoup. Alors, au vu de tout ce qui vient d'être dit, Jean-Marc, toi qui as est à la tête du plus grand groupe associatif en France au moins, peut-être au niveau européen d'ailleurs, voilà, et qui a été un promoteur à la fois de la professionnalisation, de l'idée d'impact, etc. Comment tu le perçois justement ces mutations, où tu as été au cœur au fond de l'ensemble de ces mutations, à la fois pour les accompagner, pour les porter, pour les mettre en œuvre? Bonjour. Nous continuons à considérer qu'évidemment, il faut faire la démonstration de son impact, qu'on soit d'ailleurs une association, une entreprise ou les pouvoirs publics, puisque nous sommes à peu près jugés à l'aune de ce que nous sommes capables de changer dans la vie des gens. La question était, qu'est-ce qu'on mesure vraiment ? Tu parlais effectivement de ce qui compte et ce qui peut être compté, ce n'est pas toujours le même sujet. Mais je crois qu'il ne faut pas opposer la qualité à la quantité. Au moment où SOS co-organise ces journées, une équipe de 14 chercheurs viennent de plonger dans les entrailles d'SOS pour 2 ans, donc économistes, philo, sociaux, sur les aspects qualité. Gouvernance, donc c'est une idée que j'ai acceptée, évidemment je m'en mords les doigts, mais nous avons 7 laboratoires de recherche qui vont travailler sur... Ce machin est-il dirigé par un vieil autocrate? Est-il temps de passer à autre chose? Comment vont vraiment les finances? Alors, on est absolument désolé d'être équilibré cette année. Enfin, je ne dis pas ça pour un de nos banquiers historiques, mais c'est comme ça. Alors, pardon pour ceux qui m'entendent depuis longtemps, mais nous avons toujours considéré que les vertus ne faisaient pas les statuts ne faisaient pas la vertu. Alors, je le refais pour les jeunes générations. Il ne suffit pas d'être une association, une coopérative ou une mutuelle pour être paré de toutes les vertus. Ce qui compte, c'est l'impact qu'on produit. On a connu des associations de malfaiteurs, je pourrais vous en citer, mais rassurez-vous, je ne le ferai pas.
Il y a eu des coopératives dont l'éthique était qui vendaient du cheval pour de la vache à une certaine époque, autour de Spanghero. Il y a des mutuelles formidables et d'autres qui ont bien fait de se regrouper. Et donc tout ça, et des fondations, pardon, qui n'avaient d'intérêt général que le nom ou la bénédiction historique du Conseil d'État. Quant au pouvoir public, politique publique, on est aussi capable, de les évaluer, de les faire évoluer, parce que l'intérêt du terrain, c'est aussi de proposer au pouvoir public. Ils ont la légitimité démocratique et nous avons la capacité de percevoir les signaux faibles de la société dans laquelle nous vivons, en particulier lorsqu'on intervient auprès des personnes les plus fragiles. Et faire remonter les signaux faibles, ça veut dire permettre au pouvoir public de se rendre compte que dans 5 ans, nous avons besoin de 300 000 places d'EHPAD de plus, et que pour ouvrir un EHPAD, il faut commencer à le construire 5 ans avant. Donc si maintenant, on n'a pas des solutions EHPAD et alternatives, eh bien, il y aura 300 000 personnes de plus de 85 ans en situation de dépendance, pour lesquelles, certes, le virage domiciliaire qu'on nous resserre en refrain depuis 30 ans ne sera pas très utile pour des gens qui ont perdu leur capacité d'être indépendants. Donc, encore une fois, oui, il faut démontrer ce que nous sommes capables de faire. On ne peut pas nier l'impact social et l'impact économique. La solidarité, les pouvoirs publics, c'est le plus mauvais des clients. Il faut quand même s'en rendre compte. Aujourd'hui, SOS, je pense que l'État, c'est à peu près 11% du budget. Le budget de SOS étant de 2,2 milliards d'euros par an. L'État, c'est 11%. Il y a les départements, les communes, il y a d'autres intervenants. La nécessité d'hybrider les budgets, évidemment, c'est d'ailleurs les entreprises et quelques initiatives du type de celles de mes 2 voisins, d'ailleurs, qui nous ont commencé à pousser la nécessité de rendre compte de l'impact. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle veut mesurer pas simplement ce que vous avez fait de l'argent, ce qui est quand même une manie, un peu publique de comptabiliser les factures. Alors, OK, on a bien dépensé, je ne parle évidemment pas de la Cour des comptes, mais des autres corps de contrôle, qui viennent vérifier si on vous a donné 1 000 euros, vous avez bien dépensé les 1 000 euros pour ce qui était prévu. À quoi ont servi les 1 000 euros? Tout le monde s'en fout. C'est assez. Aujourd'hui, les choses évoluent. Nous avons l'avantage de bénéficier des visites régulières de la Cour des comptes depuis 35 ans et plutôt de s'appuyer sur les rapports pour aller expliquer en quoi nous avons bien fait ou mal fait ou faire évoluer les pratiques. Donc, encore une fois, il est important de pouvoir justifier de ce qu'on fait. Moi, je ne demande pas, Benoît est parti, mais ça fait partie des petites différences qu'on a avec mon camarade Benoît Hamon, je ne demande pas que les secteurs soient réservés à l'ESS. Vu les brillants résultats en matière d'EHPAD et de crèches du privé lucratif, moi, je veux juste qu'on médiatise les gouffres qu'ont été les différentes structures privées lucratives. C'est en train de démarrer avec l'aide sociale à l'enfance. Parce que ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut se refaire le même mur indéfiniment parce que des départements se sont dit « Ah ben une SARL pour s'occuper des enfants, c'est peut-être mieux qu'une assoce ». En fait, les EHPAD privés lucratifs ont coûté des milliards à leurs investisseurs, c'est bien fait. À l'État, c'est dommage. Et on crée des situations de souffrance qui n'ont jamais existé nulle part ailleurs. Rebelote avec les crèches, et je ne vais pas citer les noms des entreprises privées, et là on se dit pourquoi on n'essaye pas avec l'aide sociale à l'enfance, ce qui est une excellente idée, puisque lucrativité et enfants en souffrance, vous sentez tout de suite que ça rime. Donc oui, il faut continuer à avancer. Il n'y a pas de lieu d'instrumentalisation particulière lié aux appels d'offres. Si vous allez aux soirées du bien commun, alors là, pour le coup, vous aurez une percée de M. Stereng et ses sbires qui trimballent une idéologie d'extrême droite et qui espèrent rentrer subrepticement dans le monde associatif. Alors c'est raté, c'est pas du tout... ça ne marche pas, parce que le monde associatif n'est pas complètement con et qui fait la différence avec des investisseurs ou des philanthropes sérieux et puis quelques idéologues rancis. Donc
Ça, c'est de l'instrumentalisation, pas la mesure d'impact. Si nous sommes capables de mesurer, nous ne gagnerons pas parce que nous sommes protégés, parce que nous sommes meilleurs. Merci Jean-Marc, ça c'est dit. Et j'en retiens quand même que si les statuts ne font pas vertu, les statuts sont une condition nécessaire mais non suffisante d'une certaine façon. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Là, j'avais une autre question en lien, et tu as ouvert déjà le débat sur la mesure d'impact, puisqu'effectivement c'est en lien avec cette exigence d'efficacité, cette mutation des modèles économiques, effectivement, on doit faire la preuve de cet impact. Et donc, c'est une exigence notamment des bailleurs de fonds, qu'ils soient, on l'a vu, publics comme privés. Alors, à quoi sert c'est-à-dire pourquoi cette mesure d'impact? À quoi sert-elle? Est-ce qu'elle peut comporter un ensemble de risques? Il y a des critiques aussi qui sont faites, il y a des aspects positifs qui ont été mis là en avant, notamment en termes de légitimation, en termes de justification aussi de ce qui est fait de l'argent. Mais il y a aussi des critiques, notamment sur l'idée qu'il pourrait y avoir des effets d'éviction. On en parle notamment dans l'insertion de certaines catégories plus fragiles, ou alors d'un éloignement du terrain au profit de la redevabilité. Finalement, on passe son temps à faire des rapports plutôt qu'à agir. Bon, donc il y a un certain nombre de risques. Alors quels sont les points de vue justement de nos différents intervenants? Je sens que Pascal a envie de démarrer. Je commence. Non, mais après, je pense que tous ces outils de mesure d'impact, de toute façon, d'abord, c'est un outil à disposition. C'est pour les associations, cet outil-là. C'est un outil stratégique. Ça ne doit pas être vu comme une contrainte. C'est malheureusement vu comme une contrainte par certaines associations, parce que dans le secteur, en tout cas dans le secteur des financeurs, il y a aussi maintenant le fait de dire si vous faites une mesure d'impact, vous n'êtes pas cohérent, etc., etc. Donc c'est vraiment un outil à disposition des associations, des porteurs de projets, qui sont souvent dans la lessiveuse, et c'est leur moyen quand même de voir que les actions qu'elles ont mises en place sont cohérentes et répondent vraiment aux besoins des personnes concernées. C'est ça la philosophie. C'est souvent un outil où c'est le moment de se poser, faire des pivots, revoir sa gouvernance, revoir ses modèles, même ses modèles économiques, ses sujets de communication digitale. Donc il faut vraiment le voir comme ça. Et c'est, nous en tout cas on le pense comme ça, c'est vraiment un outil aussi qui permet d'échanger avec les pouvoirs publics, surtout quand on associe un impact social à un impact économique et une logique de coût évité, qui permet d'aller taper et peut-être changer demain, en tout cas, les politiques publiques. Et c'est aussi un moyen d'aller trouver des financeurs, malheureusement et heureusement. C'est un incontournable. Donc l'idée, c'est vraiment... Donc c'est quelque chose que l'on pense, nous, comme indispensable, dans un sens positif, pour les structures associatives. Il faut prendre conscience qu'il faut vraiment associer les associations et les accompagner sur ce dispositif, que c'est un temps long, que mesurer l'impact social, c'est quelque chose de compliqué. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye, en tout cas, et nous, la volonté qu'on a, et comme d'autres, c'est vraiment d'accompagner, en tout cas, l'ensemble des porteurs de projets dans cette démarche. C'est un vrai levier de transformation, d'apprentissage pour ces structures. Il faut leur donner les outils, parce que malheureusement, elles sont en lien, elles, avec les besoins sociaux, et elles ont besoin d'être outillées, d'être accompagnées sur ces sujets. On rencontre souvent aussi, malheureusement, au sein de grosses structures associatives, ou même dans le monde hospitalier, parce qu'on accompagne pas mal de projets à l'hôpital, où vous avez un porteur de projet très consacré, très concerné, qui voit les bienfaits de la mesure d'impact. Ça prend du temps, et donc il faut embarquer tout le monde. Il faut embarquer souvent, y compris les directions générales, dans ces sujets. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on peut dire, en tout cas de mon côté, rapidement sur ces sujets. Merci Mathilde. Et juste sur le dernier point, excusez-moi. Dernier point, il y a vraiment un risque quand on dit les populations plus vulnérables. Nous, on accompagne des porteurs de projets qui accompagnent, je donne un exemple, 20 personnes handicapées et cérébralisées. Faire de la mesure d'impact social sur du temps long, sur des sujets complexes, où il n'y a pas de la masse, où il n'y a pas du volume, pour certains, c'est no way, et ils n'y vont pas. Donc il faut aussi être en capacité à accepter d'accompagner l'innovation, l'expérimentation et des sujets qui sont du temps long. Et pour leur programme de projet, c'est compliqué toujours, c'est un vrai sujet de financement. Merci. Alors justement, dans le rapport sur les soutiens publics, il y avait des préconisations en faveur du déploiement de la mesure d'impact, Mathilde ? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que quand on a fait ce rapport au niveau de la Cour, on a constaté qu'il y avait un débat entre l'évaluation de l'impact et l'évaluation de l'utilité sociale au sein du secteur de l'économie sociale et solidaire, mais que quelque part, il faut pouvoir dépasser ce débat et que l'enjeu, c'est effectivement de pouvoir mesurer les effets de l'action
pour pouvoir, le cas échéant, modifier, améliorer l'action. Je suis d'accord que l'évaluation en soi n'a pas d'intérêt, il s'agit ensuite que ça serve à l'action. Ce qu'on voit, c'est que deux choses. D'une part, il y a quand même besoin, quand on veut évaluer l'impact, d'avoir des données. C'est la première étape, c'est pas la seule, mais c'est quand même la première étape. Et c'est vrai que de ce point de vue, en termes d'évaluation de l'impact de l'économie sociale et solidaire, on souffre en France aujourd'hui d'un manque de visibilité des données, avec du coup une recommandation qui a été faite par la Cour au ministère des Finances de travailler avec l'INSEE pour faire en sorte qu'on ait un compte satellite de l'économie sociale et solidaire d'ici quelques mois, quelques années. Alors, ça peut sembler technique, mais en fait, il s'agit vraiment de mesurer quelle est la valeur ajoutée, quel est l'impact de cette économie au-delà des effectifs qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire. Et là, de fait, dire que l'économie sociale et solidaire, c'est 10% des salariés ou quasiment 14% des salariés du privé, ça ne dit rien si on ne peut pas aussi mesurer la valeur ajoutée, le poids dans le PIB, qui n'a été vraiment mesuré que depuis 2012. Donc on voit bien que voilà, on a un besoin de données. C'est la première étape pour ensuite faire une évaluation et aussi valoriser les spécificités de ce secteur par rapport à l'économie conventionnelle. Donc ça, première étape. Ensuite, ça ne suffit pas à évaluer parce que, évidemment, évaluer l'impact, c'est aussi tenir compte du ressenti des personnes, de leur trajectoire, de rendre compte aussi de l'impact sur l'environnement. Et ça suppose d'avoir des méthodes qui soient plus diverses, plus diversifiées que simplement l'analyse des données. De ce point de vue-là, on voit qu'il y a un foisonnement des méthodes, alors y compris, on a cité les travaux du panorama des méthodes qui a été présenté par Impact Tank il y a quelques années. Il y a un certain nombre de dispositifs qui sont proposés. Ce sur quoi on a insisté, c'est la nécessité de pouvoir faciliter ces approches d'évaluation et de pouvoir outiller les différents acteurs, associations qui parfois sont petites, avec des instruments assez simples qui leur permettent de rendre compte de leur action et aussi derrière de décider. Donc voilà, donc c'était une autre recommandation de la Cour, de faciliter la diffusion de méthodologies pour permettre de manière, on va dire, la plus simple en termes de moyens consacrés à l'évaluation, mais la plus robuste en termes de méthode, d'avoir ainsi une mesure de l'impact. Avec particulièrement le souci que cette mesure d'impact, elle puisse être plus régulière et qu'elle soit du coup par politique publique. Concrètement, en termes de est-ce qu'il faut mesurer, évaluer, on s'est posé la question de est-ce que ça a du sens d'évaluer l'impact de l'économie sociale et solidaire. À cette question, on a plutôt répondu non, au sens où en termes d'évaluation d'impact, il s'agit vraiment plutôt de regarder par service, par politique publique, pour pouvoir mesurer les attendus, avec ensuite des enseignements qui sont utiles pour l'action. Merci beaucoup. Peut-être Pascal, si tu souhaites poursuivre. Oui, rapidement. Je crois que c'est un sujet qui est important. Bien évidemment, le premier point, c'est que la contractualisation, bien évidemment, à partir du moment où il y a une contractualisation, il y a besoin d'une mesure d'impact. Cette mesure d'impact, elle permet de savoir, face à la contractualisation, qu'est-ce qui est mis en place et quels sont les indicateurs. Donc c'est bien évidemment, et ça a été cité, une contrainte sur des petites structures. C'est un sujet qui est difficile à engager, mais qui est nécessaire, bien évidemment. Cette exigence, elle nécessite très souvent des investissements humains importants. On l'a bien évidemment dans des grandes structures et on sait le porter dans les grandes structures. Dans les petites, il faut des outils, et vous l'avez signalé, qui permettent de le faire simplement, mais qui permettent de rendre compte. Il faut que naturellement, les appels, les mises en concurrence qui sont faits prennent en compte des mesures d'impact ou d'engagement qui soient réellement utilisables. Je vais prendre un seul exemple, c'est l'association Solidarité Femmes qui a été mise en concurrence en 2020 sur un marché public pour répondre au projet qu'elles avaient elles-mêmes créé, qui était la ligne d'écoute pour les violences faites aux femmes. Les premiers critères qui étaient mis en place étaient simplement quantitatifs et elles risquaient de perdre
en appel d'offres public, en marché public, le projet qu'elles avaient construit et qu'elles voulaient porter. Et donc, il y a eu une mobilisation des acteurs en disant « mais ce n'est pas simplement un sujet financier, ce n'est pas un sujet quanti, c'est un sujet qu'est-ce qu'on veut faire et comment on veut le faire ». Et il faut que, bien évidemment, l'ensemble des processus qui sont mis en place par la puissance publique quand ce sont les marchés publics prennent en compte dans les critères d'évaluation ces éléments-là pour que les structures associatives notamment qui sont engagées puissent les porter. Je crois en parallèle que bien évidemment c'est une vraie chance. C'est une vraie chance de renforcement du sens et si on veut aller chercher de la générosité publique, il faut avoir cette transparence-là, il faut être capable de démontrer ce que l'on fait et on voit que les structures qui le font et qui en rendent compte peuvent, de cette manière-là, rendre très visible ce qu'elles font et sont du coup en renforcement de la confiance. C'était le sujet principal tout à l'heure. Et l'ensemble nous donne, nous, financeurs, une vraie visibilité, une capacité à accompagner sur le long terme. Et du coup, si on a une contractualisation, si on a des critères qui nous permettent de voir véritablement l'impact, on est, nous, en tant que financeur, en tant qu'accompagnateur, bien évidemment beaucoup plus fort pour pouvoir faire de l'accompagnement. Merci. Alors ça rejoint ce que disait Frédéric tout à l'heure sur le fait que pour les dons, précisément, c'était les associations qui faisaient davantage état de leurs mesures d'impact qui arrivaient à attirer finalement. Est-ce que vous pouvez nous développer un peu ce point ? Oui, alors, et d'ailleurs, tout l'enjeu, c'est de ne pas tomber dans une demande de traçabilité qui soit disproportionnée par rapport à ce que l'association est capable de fournir. Et surtout, c'est très, très variable suivant les causes. C'est-à-dire que quand il s'agit effectivement d'aller apporter du soutien mental à des personnes, c'est potentiellement plus difficilement chiffrable parce que c'est du temps. C'est beaucoup de temps à passer à accompagner ces personnes-là. Quand il s'agit d'enlever des kilos de plastique de l'océan, là, ça devient un petit peu plus concret parce qu'on peut chiffrer les kilos, mais tout ça, ça demande une très grande prise de recul de l'association par rapport à ce qu'elle a accompli sur une année, parce qu'en fait, généralement, on ne peut même pas comptabiliser juste par jour, on a fait ci, ça. Enfin, c'est trop granulaire. Donc, il faut vraiment prendre beaucoup de recul et surtout ne pas demander aux associations des choses qu'elles ne seraient pas non plus en mesure de fournir. Très, très souvent, quand on a des discussions avec des associations, on commence par chercher quelle est effectivement l'unité de la mesure d'impact qui a un sens pour l'action sans que ça devienne soit impossible à fournir, soit pénible. Donc c'est quand même peut-être sur ça qu'il faut insister, c'est que c'est vraiment spécifique suivant les actions. Et c'est ça qui rend la chose difficile. C'est-à-dire qu'on voit déjà, si vous prenez cet exemple-là, on voit déjà à quel point vous voyez, les entreprises, elles ont quasiment, généralement, elles se focalisent sur une chose à compter qui est l'argent. C'est facile, c'est des euros, c'est des plus, des moins, dans des tableaux qui sont hyper simples parce que y a quand même, tout est normalisé et tout finit avec des euros au bout. Et pourtant, les équipes administratives et financières de ces sociétés-là, ça occupe, suivant les cas, entre 1 et 7-8% des effectifs. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont affectés à compter les euros qui sont pourtant déjà tous catalogués dans des fichiers hyper clairs avec des plus et des moins super simples. Donc déjà que compter quelque chose de super simple, ça prend du temps. Compter de quelque chose comme ce dont on est en train de parler, qui sont des valeurs sociales, des valeurs environnementales, des valeurs qui parfois n'ont pas de valeur, pas de prix. Pour les compter, ça peut demander des ressources absolument disproportionnées pour y arriver et pour les tracer. Donc c'est surtout à ça qu'il faut faire très attention. Mais cela dit, quand on y arrive effectivement, quand on arrive à être capable de dire, voilà, quand on met 10 euros dans cette association-là, eh bien, ça va aider 3 personnes, par exemple, à passer une nuit meilleure, ou ça va fournir tant de repas, ou ça va sauver telle espèce en voie de disparition, eh bien, on sent qu'on arrive à faire des cliquets parce que c'est plus concret pour les personnes qui doivent donner. Parce que, on revient au sujet de défiance et de confiance initiale, mais on arrive à allouer des moyens quand on a confiance. Derrière toute transaction, derrière tout échange, il y a cette notion de confiance. Alors la confiance, c'est très, 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 très vaste. C'est aussi une notion sur laquelle j'avais énormément travaillé pour Blablacar, parce que évidemment, la question était après tous les obstacles technologiques, si vous voulez, qu'on a résolus, qui étaient mis en relation de personnes qui font les mêmes trajets au même moment,
et toute la possibilité de payer en ligne, de s'appeler, de trouver les bons itinéraires. Bon, une fois que tout ça s'est résolu, en fait, il restait le côté ah oui, mais je ne sais pas avec qui je vais monter en voiture. Et donc pour ça, il fallait construire la confiance. Et c'est pareil, c'est pour ça qu'on a développé un grand modèle qui s'appelle Dreams pour construire la confiance dessus. Mais il faut trouver les mécanismes pour faire en sorte qu'on arrive à faire confiance à une autre personne et que ça génère une transaction, une autre personne ou une autre entité. Bien, dans le domaine associatif, c'est la même chose. On doit faire en sorte qu'on arrive à créer suffisamment de confiance envers les acteurs associatifs pour que leurs données soient une évidence et qu'on soit très heureux d'avoir pu contribuer à améliorer le monde de cette manière-là. Mais ça demande une forme de retour. Et cette forme de retour-là, très souvent, elle prend la forme d'un compte-rendu d'impact, d'une sorte d'engagement qui a été pris et qui a été réalisé sur vous nous avez donné 100 000, 10 000 euros et voilà ce qu'on en a fait. Et donc ce que l'on fait nous sur la plateforme, sur Dift, c'est que quand quelqu'un a donné via Dift ou a aiguillé un Dift, eh bien, il va recevoir des news de l'association tous les 2-3 mois lui disant voilà ce qu'on a fait ce trimestre-là avec les moyens que vous nous avez aiguillés, et on constate que ça génère beaucoup plus d'engagement, des gens reviennent, les gens sont hyper contents, les taux d'ouverture des mails sont forts parce que quelque part il y a ce besoin quand on a donné ou aiguillé de l'argent vers une association, de savoir ce qui s'est passé avec cette notion de justement ça n'a pas servi à rien. Elle est très importante pour occasionner d'autres dons futurs. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut se focaliser. Merci, oui, on voit bien effectivement qu'il y a un enjeu de passer des valeurs à l'utilité. En fait, quelque part, il y a ce calcul-là qui est fait derrière. Alors Jean-Marc, peut-être tu as commencé déjà à répondre à la question tout à l'heure. Peut-être aussi, ce serait intéressant de savoir quels sont tes objectifs au travers d'Impact Tank. Parce que précisément, là, il y a beaucoup de référentiels, d'indicateurs qui sont mis en place dans différents secteurs par rapport à ce qui a été dit aussi. Hein. C'est-à-dire, c'est pas généralisé, évidemment. C'est à chaque fois adapté. On a vu l'importance de l'adapter aux situations. Quel est l'objectif, au fond, derrière tout cela ? L'objectif, c'est d'évoluer vers un dispositif plus sensé à un moment donné où la vérité est un point de vue qui est considéré parmi tant d'autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fonctionner avec des fausses nouvelles, des boucles sur les réseaux, en guise de compétences, connaissances et expertise. Ce qui est assez évident, c'est que en ce qui concerne SOS, ça fait très longtemps qu'on travaille avec des grandes entreprises et sur des objectifs en général. C'est clair, ça peut être l'impact carbone d'une grande entreprise avec la compensation carbone que fait Planète Urgence en Afrique de l'Ouest. Ça peut être des sujets sur l'engagement des salariés qui ont envie de participer à des dispositifs ici ou là. Mais globalement, on a deux ennemis dans cette affaire. La dérive technocratique, c'est-à-dire, en clair, si vous parlez aux assos de financement européen, j'ai quelques souvenirs, aujourd'hui je me suis dispensé de ce genre de rendez-vous, où des fonctionnaires européens viennent vérifier l'utilisation d'une subvention que tu n'as toujours pas perçue. Donc, il faut avoir 1 an d'exercice sur une subvention que tu n'as pas perçue parce que tu la percevras au bout de 18 mois, mais au bout d'1 an, ils sont capables de venir vérifier ce que tu as fait, en clair, de ton argent. Donc, dans la série dérive techno, si tu veux, c'est pas si mal. Et le résultat, c'est que quand on est SOS, on embauche une armée de science-pistes qui remplissent des cases. Quand tu es une petite assoce, tu te dis on prend plus le risque, parce que s'ils sont capables de jamais nous filer le pognon, tout en nous ayant imposé de mener l'action. Et donc, ce qui devait être une subvention est un déficit. Donc ça, c'est le type de dérive techno. Avec les entreprises, c'est objectivement beaucoup plus simple avec les pouvoirs publics. Alors, le truc que tu as inventé qui devient un appel d'offres, moi, ça fait 20 ans que ça nous arrive. C'est-à-dire que tu crées un truc, les pouvoirs publics considèrent que c'est vachement malin. Tu vas voir 4 jeunes conseillers ministériels qui préparent la circulaire, tu aides sur la préparation de la circulaire, ça devient un projet public. Et quelques mois après, il y a à nouveau un jeune effringant énarque qui t'explique que tu n'es pas exactement dans le projet. Alors, tu peux, si tu as le sens de l'humour, tu lui dis j'ai dû beaucoup changer depuis le moment où je l'ai inventé. Ou je suis très impressionné de votre point de vue sur la précarité après une école qui fréquente les quartiers les plus difficiles de la République. Et votre compétence en matière de grande précarité m'impose de changer mon projet. Donc,
Globalement, évidemment que le but, c'est d'améliorer qu'est-ce qu'on mesure, comment on mesure, et de renvoyer au pouvoir public une image de ce qui se passe sur le terrain. Lorsqu'un ministre de l'Intérieur se radicalise, ça arrive, enfin pas actuellement, mais il n'y a pas si longtemps que ça, et quand tu es en train de vous raconter des fariboles sur le grand remplacement et je ne sais quelle ânerie auto-proclamée, vous allez voir vos entreprises, vous voyez qui travaille dans nos EHPAD, nos infirmiers, nos médecins étrangers, parce que sans médecins étrangers, l'hôpital français ferme. On voit public, pas public, tout ça n'existe pas. Vous supprimez les médecins étrangers, il n'y a plus d'hôpital français qui fonctionne. Mais c'est valable pour nos aides-soignantes, c'est valable pour nos infirmières, c'est valable pour nos assistantes maternelles dans les crèches. Donc expliquer à un fonctionnaire qui en général n'est pas radicalisé, mais qui subit l'influence de M. Retailleau, que en fait, Madame Machin, elle bosse depuis 10 ans dans l'hôpital. Elle est médecin, chef de service, et renouveler dans les temps son autorisation de travail, c'est pas un acte révolutionnaire ou gauchiste, c'est juste que ça permet au service d'exister dans un hôpital qui est situé dans une zone en grande difficulté où on n'a plus d'accès aux soins. Donc tous ces sujets, avec l'entreprise privée, objectivement, ça se passe très bien. Avec les donateurs vont plus vite, c'est-à-dire sous réserve de leur donner des nouvelles, je crois qu'ils sont parfaitement capables de mesurer ce vers quoi ils ont envie d'aller, ce qu'ils ne veulent pas faire, etc. Pour les pouvoirs publics, objectivement, je vais chercher une formule mesurée, vous l'avez compris, c'est mon état d'esprit général, mais on est très très loin de la balle. C'est-à-dire que les appels d'offres dont on sait que les associations et les pouvoirs publics sont co-responsables. On lance un marché public, les assos sont compatibles, sont concurrentes les unes avec les autres, mais on sait qu'il y a un prix plancher. Si tu descends plus bas, tu perds du pognon et tu ne fais pas du boulot. Il faut que les associations perdent l'habitude de descendre plus bas que le prix plancher. Parce qu'un an et demi après, ils vont pleurnicher parce qu'ils sont en déficit. Ils ont choisi le déficit. Il n'y a pas une entreprise, quelle que soit sa forme juridique, qui peut dépenser plus que ce qu'elle gagne. Ce n'est pas la peine d'avoir fait HEC pour arriver là. Donc, globalement, il faut qu'on soit plus responsable en matière de gestion, plus sérieux sur les critères et qu'on évolue en parallèle avec nos partenaires naturels que sont les entreprises privées, les donateurs et les pouvoirs publics, quels qu'ils sont. Merci beaucoup. Je vais peut-être te redonner aussi immédiatement la parole pour la dernière question et je vais vous demander à chacun de répondre de manière courte, mais on assiste aussi dans ce contexte à un renversement puisque quand on regarde, vous signaliez tout à l'heure que dans le rapport on voyait une évolution des soutiens publics adressés à l'ESS, mais quand on fait la comparaison entre les aides publiques aux entreprises privées, parce que les chiffres sont sortis au même moment avec des sources différentes, et le rapport que vous avez fait sur l'ESS, on se rend compte que l'ESS détient 14% de l'emploi privé, mais n'obtient que 7% des aides publiques. Si on fait un ratio un peu à grands traits, évidemment, toute comparaison n'étant pas évidente, mais enfin, ça donne des volumes. Et donc ça, c'est quand même une question qui se pose. Est-ce que finalement, derrière tout cela, il n'y a pas un risque politique aussi d'affaiblissement du secteur associatif? Il y a beaucoup d'alertes qui sont faites actuellement sur le sujet, de nature diverse d'ailleurs en termes financiers ou en termes de liberté également associative. Et quelle place devraient faire les pouvoirs publics justement aux associations? Peut-être si tu veux démarrer, ou peu importe dans l'ordre. Je vais commencer. Non, je pense que juste pour par rapport à ce que tu dis, si j'ai quelques conseils envers le monde associatif, c'est qu'il faut pas lâcher, il faut conserver sa boussole. Pour moi, c'est l'intérêt général avant tout. Il faut persévérer pour montrer en tout cas la pertinence et l'utilité sociale des associations. Arriver à faire comprendre que c'est quelque chose de complexe, c'est du temps long, c'est de l'humain. Utiliser l'impact comme un outil stratégique et pas une contrainte qui va accélérer dans bien des cas l'innovation. Et surtout, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, il y a plein de choses qu'on n'est pas en capacité de mesurer et qui ont un vrai sens. Et ça, il faut vraiment conserver ce volet-là. Et avec les politiques qu'on a actuellement et la baisse des financements publics, privés, il ne faut pas que de nombreuses associations se remettent en cause, repartent dans la marchandisation
la vente de services et que ce soit un environnement qui devient ultra concurrentiel. C'est nécessaire d'avoir des mesures, mais attention aussi à ces sujets-là. Alors c'est amusant parce que ce chiffre de 7%, il n'existe pas dans le rapport de la Cour des comptes, mais c'est intéressant de voir comme un rapport de la Cour permet aussi de se saisir du sujet et d'engager un débat. Et chacun des acteurs voit aussi différemment les éléments dans le rapport. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'un chiffre, ça ne suffit pas en fait à dire la réalité du secteur et sa plus-value, qu'il faut aller au-delà. Et ce qu'on a vu dans cette analyse qui est très intéressant, c'est que il y a un risque sur la place des associations quelque part qui est, je crois que Timothée, c'est vous qui avez utilisé le risque d'institutionnalisation qu'on voit apparaître, c'est-à-dire que les associations sont de plus en plus un gestionnaire de services publics parfois. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, il faut faire attention, mais c'est une attention à prêter à la fois côté pouvoir public et côté secteur associatif, à bien garder l'ADN de l'association, à garder en fait à la fois cette capacité du coup d'engagement et de faire du lien avec la population, et puis cette capacité à innover. Et c'est ça où, voilà, c'est un équilibre qui est pas évident, qui interroge la façon dont les pouvoirs publics soutiennent les associations et aussi la façon dont on garde dans le secteur associatif cette fibre, cet ADN qui fait tout le sens et qui d'ailleurs attire à la fois les donateurs, attire les pouvoirs publics, attire les salariés qui viennent dans ce secteur. Merci. Pascal ? Ouais, merci beaucoup. Moi, je vais faire le lien avec ce que vous venez de dire. Je crois que Lionel Proutot avait parlé de la 4e fonction publique, en disant que c'est une extension du périmètre de l'État en allant au-delà du régalien et en amenant des services supplémentaires à ce qu'est le régalien. Et je crois que c'est fondamental de se dire que si on va vers une institutionnalisation du secteur associatif, il y a un risque de perdre son âme. Et cet engagement de se dire ce pourquoi des bénévoles se mettent ensemble, si on reprend ton propos liminaire sur d'où vient la loi de 1901, en quoi elle a été constituée, pourquoi on a créé ça, et pourquoi un jour des citoyennes, des citoyens se mettent ensemble pour porter un projet collectif, il faut absolument être très vigilant à ce qu'il n'y ait pas cette institutionnalisation, même si on sent bien qu'on y va. Et pour reprendre ton questionnement sur le risque, il est fondamental. C'est-à-dire que par-delà le projet financier, le problème financier qu'on aurait, là je me mets en tant que crédit coopératif dans l'accompagnement, c'est un risque politique, c'est un risque social, c'est un risque sociétal. C'est-à-dire que le rôle aujourd'hui des associations dans la vie quotidienne de chacun dans son engagement, il est majeur. Et il faut bien évidemment qu'on garde ce sens-là, il faut qu'on garde l'engagement de chacun pour qu'on puisse continuer à le porter et qu'on travaille à la sécurisation à long terme, en tous les cas à moyen terme, des parcours financiers pour que les associations puissent être solides pour résister dans les périodes plus difficiles. Et parce que quand on est solide, on est maître de son destin. Merci Frédéric. Peut-être pour... J'ai envie de dire que la chose probablement la plus importante, c'est que les associations, comme tout le reste de la société, se retrouvent à évoluer avec le monde qui change. C'est-à-dire ne pas considérer que les choses sont statiques. Il y a beaucoup de choses qui bougent aujourd'hui. Alors, les technologies, on en parle beaucoup, mais aussi, alors je ne vais pas parler des conflits, mais il y a aussi surtout un changement d'époque, un changement d'état d'esprit. Et c'est vrai qu'on a envie de voir les résultats de ce qu'on entreprend aujourd'hui parce que tout est devenu visuel, tout est devenu démonstration aussi d'efficacité et que quelque part, le monde associatif n'a pas tellement le choix que de rentrer également dans une logique de démonstration de son efficacité parce que, j'ai envie de dire, avec l'amour viennent des preuves d'amour et que là, il faut donner des preuves d'efficacité pour justement réussir à attirer l'attention sur les problématiques qui sont gérées et qu'on ne peut pas ou plus peut-être se dire que quand on fait des actions associatives avec une mission très noble, le simple fait de les faire est suffisant. Il faut montrer aussi
comment on les fait, comment on est efficace quand on les fait pour s'attirer de l'énergie et donc du financement dans le monde dans lequel on vit. Mais donc voilà, il y a des outils qui existent, qui se déploient, et il y a évidemment le monde qui vient, qui a besoin de cette aide-là également. Il faut juste démontrer l'utilité et faire en sorte que aider les associations fasse également partie de l'équilibre de tout un chacun, et donc faire en sorte que les associations soient suffisamment visibles pour que quelque part elles fassent partie de nos vies à tous, et qu'on ait envie de les soutenir. Merci. Tu reviens le mot de la fin, Jean-Marc? Le mot de la fin, c'est l'introduction de la séance qui suit, c'est-à-dire qu'on voit bien que la responsabilité, c'est plus simplement de convaincre les pouvoirs publics, c'est plus simplement de former les hauts fonctionnaires, c'est plus simplement d'amener de l'expertise, c'est aussi de descendre dans l'arène pour convaincre. Et convaincre, cette fois-ci, un citoyen après l'autre. C'est ça qui sera difficile, parce qu'un citoyen, ça fait un électeur, et ça, même les politiques l'ont compris. Donc, lorsqu'on convainc un citoyen, il y a des chances qu'en rebond, on convainque un politique. Donc, il ne s'agit pas de séparer le bon grain de l'ivraie, de parler des honnêtes gens, ou je ne sais quelle faribole entendue ces derniers temps, mais plutôt de considérer que nous devons vivre ensemble en étant différents. Et vivre ensemble en étant différents sur le plan économique, sur le plan de nos valeurs, ça veut dire partir d'une base d'analyse qui soit commune et ensuite dérouler une proposition, moi que je dirais idéologique, parce que le mot ne me gêne pas, sous réserve qu'il s'appuie sur la réalité et pas sur des fariboles. Et donc le groupe SOS, mais Sofiane va, si j'ai bien compris, en parler dans quelques temps à la table ronde qui suit, lance un mouvement autour du vivre ensemble. Alors ça présuppose d'équilibrer ses comptes. Je suis désolé d'être un peu épicier dans l'âme, mais pour vivre ensemble longtemps, il ne faut pas faire faillite. Donc mes camarades associatifs devront équilibrer leurs comptes. Ça peut paraître trivial. Alors je n'ai pas l'impression qu'avec des comptes équilibrés, on perde forcément son âme. J'ai même l'impression que quand les comptes sont déséquilibrés, on est prêt à la vendre à n'importe qui. Quand les comptes sont équilibrés, on reste indépendant. Ce qui permettra à des organisations, en tout cas celles que je co-anime avec Anne de Bézère, qui en est la coprésidente, de ne jamais aller mendier lors des nuits du machin commun, là, de M. Stereng. Pardon, je fais un peu une fixette, mais c'est comme ça. Donc on n'ira pas mendier des subventions à l'extrême droite. On n'ira pas poursuivre n'importe quelle politique publique. On dit non assez régulièrement. C'est-à-dire qu'il y a une politique publique qui s'installe, et quand on nous demande de la mener, on dit non parce qu'on n'y croit pas. D'autres y croient, et c'est très bien. Et encore une fois, il faut cette diversité. Mais pour avoir une diversité, il faut être indépendant et pouvoir survivre. Et en l'occurrence, on fait plus confiance à l'hybridation du modèle pouvoir public au sens large, évidemment entreprises avec lesquelles on travaille régulièrement, et évidemment les dispositifs comme ceux de Frédéric ont le double intérêt de mobiliser les citoyens et à la fois de leur donner à voir à quoi ça sert. Et je pense que pour continuer à participer à une œuvre de quelque manière que ce soit, il faut voir à quoi elle sert. Donc nous sommes très optimistes et nous pensons que les choses peuvent parfaitement fonctionner avec de l'équilibre économique, des valeurs, et encore une fois, les valeurs qu'on a choisies, puisqu'il ne s'agit pas de mesurer, mais rester dans les siennes, que les autres restent dans les leurs, mais pas de mélange des genres, ce n'est pas le genre de la maison. Merci. Merci beaucoup à tous les 5 pour vos propos et cette table ronde. Nous vous libérons et souhaitons bon appétit à tout le monde. Merci beaucoup.